Le statut de l'élu local, c'est trois dimensions. C'est avant, pendant et après l'exercice du mandat. Alors on peut toujours réfléchir à un autre système, mais la proposition de loi qui vous est proposée aujourd'hui, c'est de poursuivre une ambition que chacun d'entre nous partageons. Remédier à l'absence d'un véritable statut de l'élu local et améliorer les garanties concrètes pour ces élus. Au titre de l'article 24 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Nul doute alors, Madame la Ministre, qu'au vu du sujet, nous souhaitons que ce texte parvienne jusqu'à sa promulgation. Commençons par les dispositions qui sont relatives au régime indemnitaire des élus locaux. Nous proposons qu'elles soient rehaussées, notamment s'agissant des maires. Nous proposons également que, tout à l'heure, nous étendions cette mesure aux adjoints, si le gouvernement daigne, bien entendu, Madame la Ministre, mais comment serait-il autrement, rendre notre amendement recevable. Nous proposons également de modifier le mode de détermination de l'enveloppe indemnitaire globale pour augmenter son montant. Là encore, cette mesure donnera tout simplement plus de marge et de manœuvre aux conseils municipaux, notamment s'agissant de l'indemnisation des conseillers délégués. Nous prévoyons en outre un principe de fixation au maximum légal des indemnités de fonction des exécutifs locaux, mesure qui a été étendue à tous les exécutifs au stade de la commission. Il importe par ailleurs d'améliorer, et c'est important, le régime de retraite de l'ensemble des élus locaux pour prendre en compte leur engagement permanent au service de la collectivité. La proposition de loi prévoit d'accorder à ces exécutifs une bonification d'un trimestre par mandat complet. Enfin, et parce que c'est essentiel, nous avons souhaité que l'État renforce son soutien auprès des communes rurales, notamment à travers l'élargissement du bénéfice de la fameuse dotation particulière élu local à l'ensemble des communes de moins de 3 500 habitants. Le deuxième axe de cette proposition de loi, c'est l'amélioration réelle au quotidien des conditions d'exercice du mandat pour favoriser un engagement local. Bien entendu, la question des difficultés matérielles auxquelles nombre d'élus sont confrontés peut sembler triviale. Elle mérite pourtant considération. Notre réponse ? Rendre obligatoire le remboursement des frais de transport et de séjour ou encore améliorer la capacité des communes à prendre en charge les frais de garde. Bref, notre but, c'est, je vous le répète, de s'occuper du quotidien des élus. Cette proposition de loi vise également à faciliter un aspect sans doute cardinal de la vie élective, à savoir la conciliation entre l'exercice du mandat local et la vie professionnelle. Notre texte comporte de véritables avancées, tant pour les candidats, avec par exemple l'allongement du congé électif, que pour les élus qui pourront bénéficier d'un régime d'autorisation d'absence plus protecteur. Dans la même optique, nous considérons que l'engagement pour la démocratie d'une entreprise qui emploie des élus doit être reconnu. Et c'est l'objet du label employeur partenaire de la démocratie locale qu'il vous est proposé de créer dans ce texte. Par ailleurs, et c'est un point central pour la vitalité de notre démocratie locale, notre texte doit permettre d'améliorer la diversité sociologique des élus, afin que de nouvelles catégories sociales s'impliquent dans les fonctions électives. Nous proposons ainsi, par exemple, la création d'un statut de l'élu étudiant, car ces derniers sont une ressource des conseils municipaux. De manière analogue, des mesures doivent encourager les vocations des citoyens en situation de handicap. Par ailleurs, la formation est une réponse au sentiment de complexification de l'action locale dont nous font part les élus. Le texte prévoit la mise en place de formations spécifiques. La proposition comporte également des mesures concrètes pour favoriser la conciliation du mandat et de la vie personnelle. On assouplit les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat en cas de maladie, de congé maternité ou paternité, avec la perception d'indemnités journalières. Nous répondons également, grâce aux améliorations apportées en commission, aux difficultés particulières qui se sont vues le jour avec, par exemple, le cas
de la maire de Poitiers. Ce texte, élaboré dans des circonstances exceptionnelles, vise à répondre à une crise démocratique, mais également à une crise de représentativité. Car oui, permettre à quiconque, indépendamment de ses origines sociales, de sa profession et de son âge, de se porter candidat à une élection politique, c'est une exigence démocratique. Cette proposition de loi transpartisane ne peut être plus appropriée à notre chambre, celle des territoires. Je tiens à saluer ici l'initiative préalable de nos collègues Éric Kerrouche et Didier Marie, qui avaient fait une proposition de loi en juin dernier à ce sujet. Néanmoins, cette proposition nous donne aujourd'hui l'opportunité de enfin créer un vrai statut de l'élu et d'améliorer de manière globale les conditions d'exercice des mandats locaux. En cela, ce texte marque une étape dans notre quête pour renforcer la démocratie locale et reconnaître le rôle indispensable que jouent les élus territoriaux. Face au désengagement de l'État dans nos territoires, prenons des décisions allant dans le sens du républicanisme décentralisé dont nous sommes ici les héritiers. Au 31 janvier 2024, plus de 4% des maires élus lors des élections municipales de mars et de juin 2020 avaient renoncé à leur mandat. En Indre-et-Loire, au premier semestre 2023, 115 élus avaient démissionné. Cette crise des vocations menace le corps même de notre système démocratique. Là où il est plus important, il est plus vivant, le plus proche de nos concitoyens au niveau territorial. Cette vocation, nous la vivons toutes ici et tous. Il faut le reconnaître, cette proposition couvre un large périmètre, favoriser l'engagement local, améliorer le régime indemnitaire et les conditions d'exercice du mandat, sans oublier la sortie de mandat, étape marquante dans la vie d'un élu. Je me réjouis sincèrement des discussions relatives à l'indemnité de fonction de l'élu. La multiplication des missions attribuées aux maires, la complexification de leur action se devaient d'être mieux reconnues. Néanmoins, nous persistons. L'approche uniforme de l'augmentation de l'indemnité de fonction nous semble définitivement moins pertinente qu'une augmentation spécifique selon la strate de la population de la commune. La suppression de la délibération préalable relative aux indemnités de fonction, ainsi que la fixation des indemnités des maires applicables aux adjoints et à l'exécutif des départements et nos régions, sont grandement bienvenues. Cette mesure va dans le sens de la juste reconnaissance de l'engagement local. Il est de même pour la modification du mode de calcul de l'enveloppe indemnitaire globale. La retraite des élus locaux est un sujet sensible. Depuis de nombreuses années, la bonification d'un trimestre par mandat complet dans la limite de 8 trimestres est une avancée notable, mais reste peu ambitieuse et limitée aux seuls membres des exécutifs locaux. En effet, le régime de retraite des élus locaux peut être un obstacle majeur pour l'engagement local. Par exemple, cotiser à l'Ircantec bloque l'accès à une retraite progressive et entraîne le minimum contributif pour de nombreux élus. Il est crucial d'exclure le régime Ircantec des autres régimes de retraite afin d'assurer une retraite adéquate pour les élus. Nous demandons un rapport. Nous devons être conscients que cette revalorisation doit s'accompagner d'un soutien accru aux élus, que ce soit dans leur gestion des responsabilités, mais aussi dans la conciliation entre le mandat et leur vie personnelle. Je le répète, sur ce point, les discussions sont allées dans le bon sens. De la prise en charge des frais de transport et des frais de représentation à la flexibilité des absences en passant par la formation des élus. Il va sans dire, nous regrettons en dépit de son titre, que ce texte ne va pas assez loin sur le statut des élus. Nous pensons au statut de salarié protégé proposé par nos collègues Kerrouche et Marie, qui garantissait qu'un salarié ne puisse faire l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat aux seules mesures qu'il exerce des fonctions électives. Enfin, nous pensons évidemment, comme cela a été évoqué, à la maire de Poitiers qui a dû faire le choix de cesser temporairement d'exercer ses fonctions
pour bénéficier pleinement de son congé de maternité, qui a ainsi vu ses revenus financiers diminuer. Cette situation n'est pas tolérable. Tout élu local qui cesse temporairement d'exercer ses fonctions pour accueillir un enfant dans le cadre d'un congé maternité, paternité ou d'adoption doit pouvoir continuer à percevoir ses indemnités de fonction. Nous voterons ce texte, mais non sans la ferme conviction que ce travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Ce texte n'est pas un aboutissement, c'est un commencement, mais c'est un engagement renouvelé du Sénat envers nos élus locaux, envers nos territoires, envers la démocratie. Après 3 décennies à légiférer sur les conditions d'exercice des mandats locaux, nous avons aujourd'hui l'opportunité de créer un vrai statut pour les élus locaux qui répond à une exigence démocratique. Tout citoyen doit pouvoir être candidat à une élection politique, quelles que soient ses origines sociales et son activité professionnelle. Or, aujourd'hui, l'absence d'un statut de l'élu sécurisant rend extrêmement difficile la conciliation entre vie de famille, vie professionnelle et fonction d'élu local, particulièrement pour les femmes et pour les jeunes. Face à la hausse des démissions et la recrudescence des actes de violence envers nos élus, il nous apparaît impératif d'agir par voie législative pour les protéger et enrayer cette dynamique de violence qui renforce le désintérêt et la perte d'attractivité de cette fonction. Jean Jaurès nous disait en 1905, ce qui fait la valeur de l'élu, c'est qu'il est au point d'intersection de l'organisation et du suffrage universel. Aujourd'hui, les élus méritent que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. C'est dans ce contexte que la délégation aux collectivités territoriales a lancé 3 missions d'information sur le statut de l'élu local en novembre dernier. Désireux de mettre à jour ce véritable impensé de la vie politique locale que représente la fin de mandat, avec mes collègues Agnès Canayer et Gérard Lahellec, nous avons pu travailler sur le rapport intitulé « Comment être après avoir été les enjeux de la fin de mandat d'un élu local ». Cette étape de sortie de mandat, souvent oubliée mais jamais anodine dans la vie d'un élu, doit pouvoir se dérouler de la meilleure manière possible. Car oui, mes chers collègues, l'après-mandat de nos élus locaux constitue un angle mort de notre droit. Je me réjouis donc d'avoir pu contribuer au Sénat à créer une PPL transpartisane portant création d'un statut de l'élu local. Ces dispositions s'ajouteraient à celles qui ont enrichi notre législation ces 30 dernières années et qui confèrent aux élus locaux un ensemble de droits, comme de devoirs et de garanties destinés à leur permettre de pouvoir exercer leurs fonctions électives. La fin de mandat est par ailleurs couverte d'une multitude d'enjeux, quelle que soit la nature du mandat, municipal, intercommunal, départemental ou régional, ainsi que les situations personnelles. Mais l'horizon se décide autour de grandes lignes de perspective que sont la perte de ressources en fin de mandat, le régime de retraite, le devenir des compétences et des connaissances acquises et la réinsertion professionnelle. La proposition de loi que nous allons examiner ce jour prévoit un certain nombre de dispositions pour répondre à ces différents enjeux. Les élus locaux acquièrent de nombreuses compétences et connaissances. Elles doivent impérativement être valorisées pour les aider dans leur retour vers l'emploi à l'issue de leur mandat. Pour ce faire, l'article 25 du texte encourage le recours et renforce l'accompagnement dans le processus de validation des acquis de l'expérience. C'est une demande forte des élus du territoire qui nous est régulièrement remontée. Je me félicite également des propositions formulées dans ce texte relatives au renforcement du régime de l'allocation différentielle de fin de mandat. Toutefois, il me paraît souhaitable d'aller plus loin. C'est pourquoi, au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, je porterai 2 amendements, notamment sur l'information systématique par le préfet aux élus, afin d'améliorer leur connaissance et le recours à cette allocation trop peu connue. Enfin, concernant le régime des retraites prévu à l'article 3, il va permettre d'octroyer une bonification d'1 trimestre au titre de l'assurance retraite par mandat complet, ce qui représente une avancée certaine. Ce texte constitue, mes chers collègues, une première étape. Nous ne pouvons nous en satisfaire pleinement. Il aurait fallu aller plus loin, à l'instar de la proposition de loi portée par mes collègues Kerrouche
et Marie visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux. En conclusion, nous accueillons favorablement cette proposition de loi, dont nous sommes aussi, avec le groupe socialiste, les artisans, proposition qui, à n'en pas douter, facilitera la vie de nos élus locaux.